Oui, mais c'est intéressant en général ce qu'il dit, alors je confirme. Bon, eh bien, du coup, Gilles, je te propose de commencer tout de suite, comme cela on va déjà... qui va revenir. Oui, 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 tout à fait. Donc, conclusion. On y va. Ouais. Oui, oui. Bon, mes chers collègues, merci de votre présence abondante, mais hautement qualitative. Voilà. Pour cette communication qui est en réalité exactement du même ordre que celle d'hier sur le socle social, c'est-à-dire que c'est une consultation de la Commission, et donc nous allons émettre un avis de l'Assemblée nationale sur le renforcement de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Alors ce chantier a été en réalité ouvert à Paris par Frédéric Cuvillier lors d'une rencontre internationale qu'il avait organisée au Palais d'Iéna sur la question de la dérégulation routière et surtout de la concurrence difficilement soutenable qui est en place sur la route aujourd'hui du fait de l'ouverture des échanges avec une très forte pression des organisations professionnelles, en particulier dans notre pays, sur l'empiètement sur le cabotage du transport international routier. Alors je vous rappelle que aujourd'hui le paysage est à peu près le suivant. Depuis 1992, il y a ouverture des frontières routières, c'est-à-dire libre circulation en matière de transport routier de marchandises, uniquement à l'international. Il devait y avoir une deuxième étape qui était l'ouverture des marchés nationaux. Alors l'international, c'est évidemment un trajet au cours duquel un poids lourd fait un transport routier de marchandises par la route qui lui permet de passer, ou du moins qui l'oblige à passer au moins une frontière, ça peut être plusieurs, mais il a à ce moment-là la qualité de transport routier international. Ce transport routier international est donc libéralisé. Nous avons résisté, alors que ça devait être le sens de l'histoire, à ce que l'on libéralise le transport intérieur. Le transport intérieur, c'est effectivement partir de Bordeaux, décharger à Limoges et recharger. La même chose à Clermont-Ferrand, éventuellement jusqu'à Lille, mais sans jamais traverser une frontière. À l'époque, dans les années 90, on pensait que le chemin de fer allait pouvoir relayer très très largement la route. Et c'est à la même époque, un petit peu plus tardivement, vers les années 2000, que la Commission européenne a rédigé un livre blanc très intéressant sur le split modal, c'est-à-dire le transfert modal, au titre duquel elle encourageait les États membres à faire des politiques de transfert modal avec des incitations, qui étaient des incitations fiscales en particulier, mais pas simplement des incitations fiscales, aussi des normes très importantes et un certain nombre de dispositions qui ne favorisaient pas particulièrement la route. Malheureusement, cette politique de split modal ne fonctionne pas. Pour vous donner un exemple, en matière de transport de marchandises, le pourcentage qui était traité par la route en 2002 en France était de 77%, il est maintenant de 84%. C'est-à-dire qu'on va à l'inverse de tous les discours et de toutes les intentions, y compris les intentions sincères, qui sont de transférer les modes polluants sur les modes moins polluants. Il faut bien dire que, dans le même temps, la route a fait de gros efforts technologiques, que n'a pas fait par exemple le chemin de fer, qui lui ont permis d'abaisser assez largement ses émissions. Et c'est comme ça qu'on trouve à peu près, enfin, le bilan des parts modales ne se répercute pas de façon totalement corrélée sur la question environnementale. Mais enfin, c'est vous dire qu'aujourd'hui, la route tient une part massive dans les transports de marchandises et qu'on voit mal comment elle régresserait de façon spectaculaire. Pour ce qui est de la France, évidemment, on a été soumis... alors, la géographie politique de la route en Europe est assez simple. Ce n'est pas les pays de l'Est contre les pays de l'Ouest, ce n'est pas les pays de gauche contre les pays de droite, c'est les pays du centre et de transit contre les pays périphériques. Et donc ça, c'est un clivage très fort. Et donc il n'est pas étonnant que deux pays, la France et l'Allemagne, se soient trouvés très très impactés par le transport routier international sur des opérations de cabotage à l'occasion de ce transport routier international. Je vous rappelle une règle simple, on ne va pas rentrer dans les détails les plus compliqués. Aujourd'hui, l'Europe autorise un transport routier international. Elle autorise que soit associé à un transport routier international 3 cabotages de retour dans un délai de 7 jours.
Donc elle considère qu'un transport routier international est un transport routier international, c'est-à-dire libéralisé, dès lors que sur le trajet de retour, on peut caboter 3 fois. Pourquoi 3 fois en 7 jours. Donc ça doit bien être un retour. Il ne s'agit pas de traîner et de rester pendant 1 mois dans un pays. Il s'agit bien de rentrer au port et de rentrer dans la ville d'envoi. Et donc on a donné un délai de 16 jours. On a dit sur ces 7 jours, il peut y avoir chargement-déchargement pour des raisons écologiques. Il s'agissait de faire en sorte qu'un camion qui part de Stockholm pour livrer à Lisbonne ne revienne pas à vide. Voilà. Et la possibilité de faire en sorte de limiter son impact en transportant plus de marchandises avec la même production de gaz à effet de serre ou de nuisances. Donc ça, c'est la définition par les directives du transport international. Il se trouve que les pays du centre sont au cœur des retours, puisqu'ils sont traversés, les pays de transit, et que c'est eux qui subissent le plus de cabotage de retour. Par exemple, si je reprends le cas fictif de mon transporteur qui fait Stockholm-Lisbonne, si au retour il s'arrête 3 fois en France, c'est-à-dire quand il revient vers Stockholm, il s'arrête une première fois pour charger, décharger à Bayonne, puis après à Bordeaux, puis après à Lille, il a pris à Bayonne, à Bordeaux et à Lille de la charge sur le transport national, qui lui n'est pas libéralisé. D'où effectivement, comment dirais-je, une préoccupation très importante de nos professionnels. Et cette préoccupation est d'autant plus importante que le transport routier international est affecté par ce qu'on appellerait, ce n'est pas tout à fait le cas, un dumping social effréné. C'est-à-dire qu'en réalité, un certain nombre de pays, à taux de salaire bien plus bas que le nôtre, se sont lancés dans cette spécialité, en particulier les Polonais, qui sont de remarquables transporteurs, mais avec des taux de salaire extrêmement faibles. Et il n'y a pas que. J'ai fait personnellement du contrôle routier pour voir ça. J'ai trouvé de façon totalement licite un Roumain qui donc était sur du transport international de marchandises. C'était à Toulouse, je m'en souviens, il y a 2 ans, et qui était parti de Roumanie, qui remontait, qui allait faire un cabotage de retour en France et qui était payé 191,80 € pour un mois. Pour un mois. Donc j'ai vérifié, c'est le salaire minimum roumain. Donc il était recruté. Voilà, c'était le salaire minimum à l'époque. Donc il était recruté. Alors, évidemment, quand ils font 3 cabotages, ces gens-là, aucun transporteur français ne peut rivaliser sur ce qu'il ponctionne au marché national. Et c'est là où il y a un immense malaise. C'est là où Cuvillier avait réussi à rassembler un certain nombre de pays pour dire on va demander à l'Union européenne de régler cette question. C'est pas possible qu'il y ait une concurrence aussi déloyale. Alors c'est une concurrence entre guillemets déloyale de 2 points de vue. D'abord, le pavillon français s'est effondré à l'international, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'international avec des chauffeurs français. Et les quelques-uns qui subsistent font de l'international avec des chauffeurs roumains ou bulgares. Et pour tout vous dire, le camion que j'avais contrôlé est un camion de Géodis, c'est-à-dire de la SNCF. Mais c'est assez simple, la SNCF dit, si vous me demandez de prendre des chauffeurs français, j'arrête. Il n'y a plus de pavillon français à l'international. Nous sommes dans un espace ouvert, et dans cet espace ouvert, aujourd'hui, le coût salarial est très important dans le coût de transport, et il est clair que si on passe... un Français aujourd'hui, c'est autour de 3 000 € sur l'international. Un Roumain, c'était à 191 par mois. Donc irrésistible. Donc la question de Cuvillier, c'était de dire il faut déjà régler cette question. Comment est-ce qu'on peut régler cette question? J'y reviendrai sur l'international. Et la deuxième question, c'était de dire mais en plus, les pays du centre, c'est-à-dire les pays de transit comme la France et l'Allemagne, c'est pour ça qu'on a trouvé les Allemands, sont les plus cabotés au retour. Et comme on est les plus cabotés, ça fait une concurrence déloyale, y compris au marché qui n'est pas ouvert, c'est-à-dire sur le trajet de retour international, c'est-à-dire sur le marché intérieur. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a posé cette question. Donc la commission Juncker s'en est saisie, les Allemands étaient très préoccupés, les Belges également, enfin tous ces pays de transit, quoi, tous les pays qui sont au milieu, les Pays-Bas également, l'Italie également. Et donc il a été décidé qu'il y ait une initiative de la Commission pour essayer de régler cette question, qui est une question extrêmement compliquée. Et donc nous sommes interrogés dans la perspective d'une législation ou d'une réforme de la législation européenne sur ce sujet.
Entre-temps, la France, à travers la loi Macron, a pris une législation particulière qui fait l'objet d'une procédure de contestation de la Commission. C'est-à-dire que la Commission a fait, je ne sais pas comment on l'appelle, une remontrance à la France en lui demandant de la retirer. L'Allemagne avait fait la même. Qu'est-ce qu'on a mis dans la loi Macron? On a dit dans la loi Macron, est un travailleur détaché, tout travailleur étranger qui fait un cabotage sur le territoire français lors d'un trajet international. Et donc on a édicté notre législation, elle a démarré au 1er juillet 2016, elle met vent debout tous les pays de l'Est, et elle se traduit de la façon suivante. Si vous faites une opération de cabotage, chargement-déchargement de retour, vous devez attester que vous faites cette opération, et vous devez dire, pendant le temps où je fais chargement-déchargement, je suis aux normes françaises. Voilà. C'est évidemment contrôlable, mais ça n'est pas réprimable. Pourquoi ça n'est pas réprimable? Parce qu'il s'agit de chauffeurs routiers qui traversent des frontières à longueur d'année, et personne n'ira vérifier sur leur feuille de paye s'ils ont 8 heures en France, 3 heures en Belgique, 5 heures en Allemagne, 9 heures en Slovaquie, 12 heures en Suède. C'est leur métier de franchir les frontières. C'est comme un pilote d'avion. Imaginez qu'à chaque fois qu'il franchit une frontière, il soit aux normes. On ne sait pas faire sa feuille de paye. Voilà. Donc, la France s'est faite plaisir. On a des contrôleurs qui contrôlent. Les types disent, oui, je fais du cabotage, mais on est incapable d'aller... D'abord, on n'a pas le droit. Il faudrait qu'il y ait une mission rogatoire, pratiquement. On fait une commission rogatoire qui nous permette d'intervenir. Mais sur la feuille de paye, c'est évidemment invérifiable. Et c'est un casse-tête pour les entreprises des pays de l'Est qui, donc, ont fait voler en éclats le système. Et la Commission a dit, ça ne peut pas être la loi européenne. Donc, c'est pour ça qu'on a une procédure. C'est la loi française, mais ça ne peut pas être valide. Ça ne peut pas être reconnu par l'Europe. Voilà. Donc, c'est une raison supplémentaire pour que la Commission nous amène une réponse. Si elle considère que cette disposition n'est pas valide, et on peut le comprendre, il faut qu'elle nous amène une réponse. Jusqu'à présent, on considérait qu'était détaché un chauffeur routier qu'à partir du 8e jour, parce qu'il n'était pas sur le retour. On disait en gros, il s'installe dans le pays. S'il s'installe dans le pays, c'est qu'il fait du business dans le pays. Donc à partir de 8 jours, on considérait que tout le temps qu'il passait dans le pays, c'était du temps français, aux lois françaises, c'était du détachement, enfin au moins au salaire minimum français. Mais sur le retour, il y a aujourd'hui un conflit de droit européen. Les Européens disent non, le cabotage de retour, c'est dans un trajet international, ça n'est pas une opération de détachement. Et de toute façon, ça n'est pas contrôlable. Donc on en est là. Et donc ce qui nous est proposé, c'est d'émettre un certain nombre d'orientations ou d'avis sur la façon dont on souhaiterait voir évoluer la législation européenne. Donc c'est l'objet de cette communication qui doit être adressée à la Commission, avant la fin du mois. Alors c'est un sujet qui est, comment vous dire, qui chemine en parallèle avec la révision de la directive détachement. Ce n'est pas tout à fait le même sujet. Il a été déconnecté au niveau de la Commission européenne, tout simplement parce que ça concerne des travailleurs hypermobiles, c'est-à-dire des travailleurs internationaux qui franchissent des frontières. Et donc la Commission n'a pas jugé bon de l'agglomérer à la révision de la directive détachement. De ce point de vue-là, je dois vous dire, pour être tout à fait clair et transparent avec vous, chers collègues, que je ne suis pas tout à fait sur la même stratégie que le gouvernement, qui, lui, a tendance à dire à l'Europe il faut que la question des transporteurs routiers soit traitée dans la révision de la directive détachement. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il faut que ce soit distinct. Pourquoi est-ce que j'ai tendance à penser que ce soit distinct? Pardon? Parce que surtout, on va agglomérer d'autres oppositions. On aura les Espagnols contre, c'est-à-dire qu'on va sinistrer la révision de la directive détachement en y mélangeant le routier, où là, le routier va faire venir d'autres oppositions. Je suis persuadé que la Suède s'opposera sur la question routière, parce que la Suède a toujours dit « Moi, je suis très très loin, j'ai des types qui font 2000 km pour arriver à Copenhague, vous n'allez pas me pénaliser. » Bon, vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. On en fait des exceptions pour la Suède. Je suis persuadé que l'Irlande s'y mettra. Je suis persuadé que un pays comme l'Espagne, alors ça j'en suis convaincu, déjà les Espagnols ont fait savoir que sur la question routière ils étaient très, très, très sensibles. Et donc je commence à préconiser déjà, si vous le voulez bien, que l'on ne mélange pas ces deux dossiers. Je pense que si on mélange ces deux dossiers, on sinistre les deux. Voilà. Pour les raisons que vous comprenez bien, c'est de la géopolitique. C'est-à-dire qu'autant les Espagnols seront prêts à jouer sur une directive détachement simple de travailleurs sédentaires qu'on envoie, autant sur leur lobby routier qui est extrêmement puissant va leur dire on ne veut pas de cette proposition française. Je me suis fait moi-même voler dans les plumes quand j'étais à Bruxelles par des collègues espagnols charmants, mais qui m'ont dit vous êtes complètement fous, vous en voulez à l'Espagne, vous savez que nous avons 225 000 artisans. Bon, voilà. Donc c'est très très compliqué et je pense qu'il ne faut pas agglomérer des oppositions aux oppositions. On a les oppositions de l'Est sur le détachement. Si on agglomère les oppositions des pays périphériques pour des raisons, je pense que là on fait une erreur. Donc je vous propose que l'on émette cette proposition et donc je vais vous donner les propositions de conclusion. Voilà. Donc, je vais vous les lire rapidement. C'est ceci ? C'est la version c'est ça. C'est une version légèrement amendée. Hein. Donc, on souligne que le cadre européen en matière de transport de marchandises par route a trouvé ses limites dans les différences considérables de niveau de salaire et de législation du travail qui perdurent au sein de l'Union européenne et qui ont mis en place une économie du moins-disant social. On note que l'efficacité de la régulation du transport routier de marchandises en matière sociale est remise en cause non seulement par près de la moitié des États membres, mais aussi par les travaux d'évaluation ex post engagés par la Commission européenne elle-même. On considère que les dérives constatées du cadre réglementaire applicable au TRM sont contraires au principe de concurrence libre et non faussée du marché intérieur européen. Elles permettent de contourner le principe de subsidiarité des politiques salariales et sociales. Elle propose sur les marchés du travail une main-d'œuvre qui ne bénéficie ni des mêmes conditions d'emploi et de travail, ni de la même couverture sociale que les travailleurs nationaux. Et ces dérives créent des conditions de concurrence insoutenables, basées exclusivement sur le coût de la main-d'œuvre, au détriment des vertus traditionnellement reconnues à la concurrence, l'amélioration de la qualité des biens et des services fournis. Je vous proposerai que sur ce 3, on mettra un certain nombre de données qui expliquent combien un pays de transit comme le nôtre est touché. C'est-à-dire qu'on incarne un peu le propos en expliquant que les pays de transit sont spécialement touchés par ce phénomène, parce que ce sont des pays qui sont très cabotés, en réalité, du fait qu'ils sont traversés par de multiples flux. On réaffirme que cette question recouvre aussi des enjeux de dignité humaine. On soutient la position exprimée par le gouvernement français qui s'oppose à toute nouvelle initiative législative européenne sur le cabotage routier en l'absence de renforcement significatif de la législation sociale européenne applicable au TRM. J'explique. Il y a une tendance au sein de l'Europe à dire qu'il faut libéraliser le marché national. Donc on dit, alors on pourrait peut-être être plus explicite, hein, on s'oppose à toute nouvelle initiative législative européenne sur le cabotage routier, notamment à la libéralisation du cabotage intérieur, enfin, ou du cabotage national, sans un renforcement préalable de la législation sociale européenne applicable au TRM. D'accord ? Voilà. On considère que, s'agissant de travailleurs hypermobiles, c'est l'article 5 du traité de l'Union qui fonctionne, c'est-à-dire que le principe de subsidiarité impose que cette affaire soit traitée par l'Union européenne. On en appelle à la définition d'un statut des travailleurs hautement mobiles, qui soit articulé avec la révision de la directive 96/71, c'est-à-dire la directive détachement des travailleurs, c'est-à-dire qu'il y ait en gros une spécificité sur les travailleurs hautement mobiles, et juge en conséquence indispensable, c'est ce que l'on préconise, de clarifier et de simplifier la réglementation en vigueur, notamment en matière de définition des temps de travail, de conduite et de repos, et en interdisant expressément la possibilité d'effectuer dans un véhicule le temps de repos hebdomadaire normal. C'est la loi française, c'est la mienne, celle qui s'appelle Savary, qui travaille détaché. J'ai introduit cette disposition. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, la fonction le métier de transporteur routier, la profession repose sur un consensus implicite de travail dissimulé le dimanche. C'est un consensus, et c'est du travail dissimulé. Juridiquement, c'est du travail au noir, non déclaré. C'est quoi ? Ben, c'est que, notamment sur le transport international,
les chauffeurs routiers prennent leur week-end ou les interdictions de circulation le week-end à bord du camion, dans la cabine, en général arrêtés sur une aire d'autoroute, qui leur permet de faire leur toilette, de se brancher au Wi-Fi dans l'aire d'autoroute pour communiquer avec la famille. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, étant des pays de l'Est et n'ayant pas de pouvoir d'achat, embarquent pour toute la durée de leur voyage un réchaud et des vivres. Voilà. Et donc, ils sont le week-end sur les aires d'autoroute, comme vous le savez, et ils dorment sur les aires d'autoroute. Et c'est le repos hebdomadaire normal. Alors, quand dans ma loi que vous avez votée ou pas votée sur la loi de la concurrence déloyale, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait, ce qu'on appelle la loi sur les travailleurs détachés française, qui est la plus avancée, on a interdit ça. Et évidemment, il y a eu de grosses récriminations, y compris de la profession en France. Et finalement, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. La profession y est très hostile à cette disposition, parce que quand je leur ai expliqué que le dialogue était assez surréaliste, ils m'ont dit « Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ?» Je dis oui, je fais comme... c'est le statut de tous les travailleurs en France. On a le droit de prendre un repos hebdomadaire le week-end, et on a le droit aussi de travailler le week-end. À ce moment-là, c'est payé différemment, avec des compensations différentes. Et ils m'ont dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Qui va garder le camion? Ah, je dis, parce qu'il garde le camion. Il me dit, oui, il garde le camion et la marchandise. Mais c'est du travail. S'il garde le camion et la marchandise, c'est une mission. Donc c'est du travail le week-end. Donc vous les payez combien pour ce travail? La même chose. Non, mais c'est une tradition. Eux-mêmes ne voudraient pas se séparer du camion. Je dis, écoutez, la question ne se pose pas. Nous, on fait du droit. J'observe que vous me dites que ces gens sont assignés à ne pas prendre le repos hebdomadaire parce qu'ils doivent garder le camion et la marchandise. Ça s'appelle un travail de week-end. Le travail de week-end, c'est parfaitement légal, à condition que l'on ait des compensations. Alors, évidemment, en interdisant ça, ça devrait amener, si on était capable de s'imposer aux transporteurs routiers, ce qu'on n'est pas capable de faire, bien que la loi française maintenant soit alignée. Mais on a par exemple les Espagnols qui nous disent vous n'avez pas le droit de faire ça, on est obligé de passer que par un pays, c'est par vous, il n'y a que vous qui le faites, c'est une discrimination à l'échelle de l'Europe. Voilà ce que nous disent les Espagnols. Si on pouvait passer dans un autre pays moins sauvage que vous, ça irait mieux. Donc c'est la raison pour laquelle je demande à ce que l'Europe intègre ce genre de choses de façon très claire. Vous voyez, et l'idée, c'est quand même que pour des travailleurs internationaux, ils puissent être pris en charge dans un hôtel, libres de leur mouvement, nourris, logés. Et évidemment, ça les rend plus chers, et que le camion soit gardé par quelqu'un d'autre. Ça les rend forcément plus chers. Forcément plus chers. Mais ça me paraît être indiscutable au plan juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes loin de vos bases que vous n'avez pas de repos hebdomadaire. Ou bien, à ce moment-là, il faut les compenser. Ou bien, ils doivent être payés plus avec des compensations importantes, mais il n'est pas possible de garder ce travail au noir implicitement consensuel à l'échelle de toute l'Europe. Voilà ce que ça veut dire, cette histoire. Régler la question de l'inadaptation et des divergences d'interprétation de la notion de détachement appliquée au transport routier de marchandises en définissant un cadre juridique. En gros, il faut trancher le différend entre la Commission, la France et l'Allemagne sur qu'est-ce que c'est que du détachement, sur un travailleur hypermobile. Garantir l'application et l'exécution uniforme de la réglementation sociale dans les États membres en améliorant notamment l'efficacité des contrôles. Grâce, alors ça c'est très important, la faculté donnée aux autorités de contrôle des États membres d'accéder en temps réel aux registres électroniques nationaux, aux registres européens des transports et au code de risque des États membres. Une législation européenne antérieure oblige la tenue d'un registre électronique. Les camions sont tracés dans un registre électronique national. Mais les États membres n'ont pas le droit d'intervenir ou d'aller chercher un renseignement sur le registre d'un autre État membre. Qui les détient, alors ? Ce sont les autorités nationales. Point à la ligne. Je vais vous interrompre une Oui. seconde parce que je suis obligée de me sauver Oui. et Pierre va me remplacer, mais j'approuve tout à fait. Voilà, merci. Et donc, un des gros empêchements, c'est qu'on a tout sur l'électronique, mais on est obligé encore de faire, comment dirais-je, des négociations entre bureaux de contact administratifs, entre États membres pour obtenir des informations. Évidemment, ça ne permet pas en temps réel de faire des contrôles efficaces. Le camion est déjà parti, alors qu'on aurait pu le retenir. La mise en place de dossiers de conformité intégrés associant le véhicule, le chauffeur et le transporteur sous forme électronique et obligatoirement communiqués aux registres électroniques nationaux et aux registres européens des entreprises de transport. L'idée, c'est que toutes les données soient contrôlées, y compris les données touchant aux conditions de travail
et aux conditions sociales des travailleurs. Actuellement, ça n'est pas le cas. C'est essentiellement les données de conformité du camion et l'attestation, la certification du transporteur et l'attestation du conducteur. L'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir vérifier maintenant ce qu'on est en train de vouloir faire sur les travailleurs détachés par ailleurs, y compris les données sociales. La création d'une agence européenne de contrôle du travail mobile, avec pour mission l'observation du phénomène et des infractions interétatiques, le suivi des législations nationales, la formulation de propositions, bref, une régulation européenne de ce sujet, puisque c'est un sujet éminemment instable, labile, mobile. Voilà. La promotion de l'utilisation d'un tachygraphe numérique équipé d'un système GNSS, c'est-à-dire une nouvelle génération de tachygraphes intelligents qui soit beaucoup moins facilement manipulable ou fraudable. Définir clairement les responsabilités de tous les acteurs de la chaîne du transport en cas d'infraction à la réglementation sociale, virgule, je vous propose d'ajouter, en impliquant notamment la responsabilité du donneur d'ordre. Voilà. D'accord ? Je pense qu'il faut absolument que ce soit le cas. Revoir les règles applicables au cabotage de retour dans une opération de transport international en réduisant le nombre d'opérations autorisées, par exemple, en limitant le nombre d'opérations à une par pays traversé pour limiter l'impact sur le trafic intérieur. Ça veut dire que... vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que pour mon... Tu disais que tu peux aller à Bordeaux, mais pas à Lille. Et à... Voilà, tu en fais une en France, tu peux en faire une en France, une en Belgique, une en Allemagne, mais pas trois en France. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je pense qu'on a quand même une limitation très forte de l'impact tout en préservant la liberté de circulation. Voilà, mes chers collègues, ce que je vous propose. Monsieur Miard. Merci, Monsieur le Président. Gilles, on t'écoute toujours avec grand intérêt parce que tu connais le sujet et c'est agréable parce que c'est rendu clairement. Néanmoins, je constate une nouvelle fois que la fameuse phrase d'un ministre des Affaires étrangères qui disait « Je tiens l'auberge de l'Europe au carrefour, l'auberge de la France au carrefour de l'Europe » se révèle aussi le cas présent puisque notre pays est un pays de transit avec l'Allemagne, mais surtout la France, puisque c'est entre le nord et le sud, plus que l'est ou l'est. Cela étant, j'approuve les conclusions. Bon, j'ai une petite interrogation sur une agence européenne de plus. Ça pourrait être, je dirais, la coordination sous le rôle de la direction de transport de Bruxelles, sans aller jusqu'à une création d'agence, parce qu'on démultiplie les agences. Personnellement, je n'y suis pas très favorable. Mais en ce qui concerne véritablement, je dirais, les pouvoirs que nous avons, nous, loi française. J'avais fait une proposition de loi pour dire que dans un certain nombre de cas sur les travailleurs détachés, notamment sur les salaires, etc., et les cotisations sociales, c'est d'ordre public en France, et donc qui doivent être payés, je dirais, selon les normes françaises, et taper un peu du poing sur la table, sur la base de ce qui reste très fortement une compétence nationale, à savoir les conditions du travailleur social en France, qui me paraît véritablement quelque chose d'assez fort. J'ajoute ici qu'il y a quand même des moyens de contrôle, parce que ces gens qui sont exploités, parce que là, ce que tu nous décris, c'est véritablement de l'esclavage. C'est franchement de l'esclavage. Et donc, je pense que qu'il y a un problème de sécurité, bien évidemment, routière, ce qui nous concerne, nous, directement. Et donc, je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas vérifier sur la base de la loi française, en allant ensuite au clash, de manière à ce que le problème soit posé, c'est qu'on contrôle combien d'heures le chauffeur a roulé, dans quelles conditions, effectivement, il a pris son repos, parce qu'on sait très bien qu'ils ne prennent pas les repos correctement, et ensuite avoir des mesures coercitives sur le transporteur, quitte à ouvrir, se mettre en rapport de force, tu vois, créer le rapport de force vis-à-vis de ces exploiteurs que sont les entreprises polonaises ou roumaines. Donc je crois que là, il y a quand même, on doit être beaucoup plus fort et beaucoup plus déterminé en disant ça ne peut pas continuer, vous exploitez toute une catégorie sociale, vous mettez en péril la sécurité routière chez nous, qui est une compétence qui nous regarde directement, et donc on empêche certains camions de repartir lorsqu'on constate que véritablement, parce qu'on sait lire quand même, il ne faut jamais oublier qu'on sait quand même lire les boîtes noires de ces camions. Donc quand on constate qu'il n'a pas respecté véritablement le nombre d'heures de repos et qu'il a fait, je ne sais pas moi, Perpignan, l'île d'une seule traite, eh bien on doit paralyser, on doit empêcher ce camion de repartir. Donc je crois qu'il faut être beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus déterminé dans la lutte sur ce nouvel esclavage qui n'était pas du tout, je dirais, à l'image de ce que l'on fait d'une coopération entre les États. Et
l'Europe telle que certains l'ont pensée. Oui, sur le premier volet, obligation de conformité sociale avec le pays, c'est assez compliqué parce que c'est des travailleurs hypermobiles. C'est bien ça le sujet, c'est-à-dire que... Alors pour le travailleur détaché classique, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est très, très compliqué parce qu'il y a des types qui font que traverser. Donc voilà. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut bien qu'ils aient un port d'attache. Sur les travailleurs détachés classiques, une idée simple, mais qui à mon avis est une fausse bonne idée, c'est de dire ces travailleurs détachés doivent en réalité acquitter toutes les charges sociales en France. S'ils acquittent toutes les charges sociales en France, ça veut dire qu'ils adoptent le régime social français. Ça a deux travers. Ça a deux travers. Ça a deux travers. Le premier, c'est que ça pourrait tenter beaucoup de travailleurs étrangers, parce qu'ils n'ont pas des systèmes sociaux. Et surtout, on n'enverrait plus personne à l'étranger nous-mêmes. Si c'est la nouvelle règle du détachement, dire à des ingénieurs, écoutez, vous allez pendant 3 mois me superviser un pont en Bulgarie, mais vous aurez la sécu bulgare, mais vous aurez... On peut régler ça. Pardon, sur ce point précis, on peut le régler au bénéfice du travailleur en disant l'entreprise vous payera des compléments en France. Et ça ne regardera pas les rapports, par exemple, entre la France et la c'est un problème de rattachement des droits à des caisses. Oui, Si l'on cotise à des caisses françaises, c'est les caisses françaises qui acquittent les droits. Si on cotise à des caisses bulgares, c'est les caisses bulgares qui acquittent les droits. Oui. Alors à ce moment-là, ça veut dire que la Sécu française devra en rajouter sur la Sécu bulgare et que si ce travailleur est un ingénieur, par exemple, de chez Bouygues, qui a l'habitude d'aller à l'étranger, on va avoir une gestion absolument terrible dans chaque pays. Donc aujourd'hui, moi, je suis assez attaché à ça. Le détachement des travailleurs, c'est une mission à l'étranger. Bah, le type, il est à sa caisse. Puis il y a des caisses différentes. C'est-à-dire que le système par exemple, le système des droits sociaux des agents artistes, on va envoyer en résidence, je ne sais pas moi, un chef d'orchestre, est différent de tel autre métier, et il est différent dans tous les pays. Donc moi je trouve que, franchement, sur les travailleurs détachés, il faut laisser le détachement dans son lit, on y reviendra, on aura des débats sur cette question. Mais expliquer et dire aux autres, écoutez, il y en a marre, il faut que l'on acquitte la sécurité sociale du pays d'accueil intégralement, ça veut dire qu'on n'aura plus de gens français qui voudront y aller. Ça va être quand même terrible, et ça veut dire qu'on créera un appel d'air terrible pour les étrangers. Formidable, moi je suis étranger, j'essaie de faire travailler... D'accord, mais oui, mais j'essaie de faire des travailleurs détachés à fond la caisse pour venir en France et m'obtenir un niveau de retraite français, un niveau de santé publique français, avec la difficulté que l'on a quand même, sur ce type de travailleurs détachés, à offrir la prestation, la contrepartie de prestation, quoi. Enfin voilà, c'est-à-dire que vous allez cotiser sur les congés payés, ce qui est le cas, hein, mais je ne sais pas si un jour ou l'autre, les gens vont appeler des congés payés à une caisse française pour avoir fait 8 jours de détachement en France. Enfin, moi, je trouve que le système est assez robuste. Quand votre entreprise vous envoie en mission à l'étranger, la moindre des choses, c'est qu'elle vous assure que vous gardez votre régime de sécurité sociale et vos droits sociaux en France. Si ce n'est pas ça, je pense qu'on va vers un pays qui aura de très gros handicaps. Tu vois ce que je veux dire ? Avec ta permission, oui. Je comprends parfaitement la difficulté dans l'autre sens. Mais je constate aujourd'hui que payer des cotisations sociales au taux bulgare et roumain est une sacrée concurrence dans le BTP chez nous, surtout qu'on est même incapable de vérifier combien d'heures ils travaillent. On peut, à mon avis, régler l'écueil que tu soulignes qui est réel, parce qu'il faut que nos ingénieurs puissent y aller, par un rattachement complémentaire à la caisse française, puisqu'ils sont bien employés par une entreprise dont le siège est en France. Donc je crois qu'on peut pallier l'inconvénient que tu as décrit par une sorte de cliquet ad hoc où on a un double rattachement. Par une énorme complexité et éventuellement par des systèmes sociaux des pays d'accueil qui sont beaucoup moins sûrs à terme. Les diplomates français, moi ça a été mon cas, oui. En poste à l'étranger, nous n'étions pas à la sécurité sociale. Nous étions à la mutuelle des affaires étrangères qui nous payait. Et donc on pourrait très bien à secret avoir une sorte de mutuelle qui prenne en charge ces gens-là. Et nous n'étions pas rattachés effectivement à la sécurité sociale française qui a une base territoriale. Oui, bon, oui, d'accord. Enfin, bon, moi, je pense que c'est extrêmement complexe. Mais il faut le regarder. Moi, personnellement, ce que je trouve, vous connaissez mon avis, il faut interdire le détachement d'intérim. Voilà. Il faut que les sociétés d'intérim viennent s'implanter. Et là, elles paieraient. Voilà. Et pour le reste, c'est du détachement d'accompagnement des échanges. Je pense qu'il ne faut rien bousculer. Hein. Je sais que la mode, c'est de dire, il y en a plusieurs, c'est parti dans les campagnes, il faut interdire le détachement. Alors là, on est chez les fous. Non, mais bien sûr que non, on n'interdira pas. Heureusement.
Heureusement que la France, que chaque pays ne va pas rester derrière ces trucs en disant on n'est pas Cuba, quoi. Hein, interdiction de sortie du territoire. Ou la Corée du Nord. Interdiction de sortie du territoire. Je ne veux plus envoyer de scientifiques, je ne veux plus envoyer personne. Non, on ne peut pas rentrer là-dedans. Oui, mais c'est ça l'interdiction du détachement. Le détachement, ce n'est pas l'Europe qui l'a inventé. Là où l'Europe a mis une dérégulation, c'est qu'elle a accepté le détachement d'intérim, qui du coup fait commerce de main-d'œuvre. Ce n'est pas du détachement d'accompagnement, c'est du détachement de placement. Voilà. Et c'est très curieux parce que ça s'appelle la prestation de service internationale et ça échappe au droit de la libre prestation de service. Parce que le droit européen de la libre prestation de service, c'est le plombier polonais. Si le plombier polonais veut monter une plomberie en France, il s'installe aux normes françaises. Le droit d'établissement, c'est les normes françaises, c'est la sécurité française. Eh bien, les sociétés d'intérim, ça devrait être... On a besoin de Polonais, hein. Je veux te dire, moi j'étais en Pologne à un colloque récemment, à Cracovie, sur ces questions, et il y a un type qui s'est levé, qui m'a dit, Monsieur Savary, les chantiers de l'Atlantique viennent de me demander 25 soudeurs. Parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'en ont pas. Et ces soudeurs me coûtent 4 000 €. Ne me parlez pas de low cost. 4 000 € par mois. Voilà. Ne me parlez pas de low cost. Vous avez un marché du travail dans lequel il y a... Ben on le vérifie tous quand même sur le terrain. Il y a énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus. On a besoin des étrangers comme on avait besoin jadis. On a eu besoin des Italiens. On a eu besoin des Polonais pour extraire le charbon. On a besoin de ces gens. La vraie question, c'est qu'on n'a pas besoin qu'il y ait un marché du travail du travailleur low cost dont la seule raison sociale, c'est de nous proposer des travailleurs moins chers. Et ça, c'est le détachement d'intérim. Oui, mais on a ouvert un nouveau débat. Et c'est la raison pour laquelle la façon de faire simple, sans faire des lois compliquées, en créant des milliers de fonctionnaires pour faire du contrôle compliqué, c'est d'interdire le détachement d'intérim et de dire les sociétés d'intérim sont des sociétés de prestation de services. Elles doivent répondre à la directive dite Bolkestein, c'est-à-dire répondre au droit d'établissement. Et le droit d'établissement dans un autre pays, au titre de la libre prestation de services, eh bien, c'est de venir monter une agence d'intérim polonaise à Paris pour proposer des ouvriers qualifiés polonais qui seront donc assujettis à la sécurité sociale française et qui donc seront du même niveau de coût et ne tariront pas le financement de la Sécu. On ne peut pas poursuivre les sociétés d'intérim sur la base du délit de marchandage. Moi, je pense qu'on pourrait. Moi, je pense qu'on pourrait. Je pense que l'on pourrait. Et je pense même que personne ne l'a introduit, mais on pourrait introduire auprès de la Cour cette question. Mais il s'agit bien... non pas de liberté de circulation des travailleurs, là, mais il s'agit de la liberté de prestation de service. La liberté de prestation de service est gérée par le droit d'établissement, pas par le droit du détachement. Voilà, excusez-moi. Deuxième question, sur les questions de sécurité et de temps de repos, temps de travail, très franchement, c'est un faux problème. Oui, parce que les normes européennes qui ont été mises en place sont extrêmement drastiques, très précises et parfaitement contrôlables. Elles sont parfaitement contrôlables en croisant ce qu'on appelle la lettre de voiture et le chronotachygraphe numérique. Donc quand on fait un contrôle routier, eh bien, nos agents arrivent avec de l'informatique, vont chercher un petit boîtier, qu'ils mettent sur leur informatique et qui leur montre exactement ce qu'a fait le camion et qui leur montre où il s'est arrêté, enfin, en quelle tranche d'heure il s'est arrêté. Voilà. Donc c'est extrêmement précis. Quand est-ce qu'il roulait ? Je crois qu'il y a même l'identification du chauffeur. Et ils le croisent avec ce qu'on appelle la lettre de voiture. La lettre de voiture, c'est un document que leur employeur doit mettre en place en développant leur mission et en disant voilà, vous devez vous arrêter à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc la lettre de voiture donne en réalité une indication des affaires, c'est-à-dire de la mission. Et le chronotachygraphe donne une indication très précise de la façon dont elle a été mise en œuvre avec, comment dirais-je, les temps de pause, temps de repos qui sont croisés avec tout ça. Et donc on voit si ça marche. Moi, sur ce que j'ai fait comme contrôle routier, personne n'a été pris en défaut sur ce sujet-là. Il y avait des Ukrainiens, il y avait des Roumains, des chauffeurs. Il n'y en a pas un qui a été pris en défaut parce qu'il y a le chronotachygraphe qui fonctionne. Alors, il y a certains transporteurs qui truquent les chronotachygraphes. Donc il y a eu quelques fraudes de cet ordre-là, en particulier en mettant un aimant sur la boîte de vitesse. Ça parasite le chronotachygraphe, mais de plus en plus la technologie commence à dépasser ce type de manœuvre. Et deuxièmement, les camions doivent avoir eux aussi un certain nombre de documents qui attestent de leur maintenance, de leur entretien.
et de leur état. Donc c'est un peu comme les avions low cost. À une époque, on disait le low cost, c'est un problème pour la sécurité. Pas du tout. Les low cost, c'est pas un problème pour la sécurité. Ils sont d'ailleurs mieux placés qu'Air France ou que d'autres compagnies, tout simplement parce qu'ils fonctionnent qu'avec des avions neufs et ils les vendent à la première maintenance. Donc c'est pas parce que c'est low cost que ça fait un problème de sécurité. C'est pareil pour le transport routier. Non, le vrai sujet, c'est cette concurrence insoutenable, déloyale, et qui commence à impacter dans les pays de transit le cabotage intérieur qui lui est fermé. Voilà. Et donc moi je dis qu'il faut réduire le cabotage intérieur, et deuxièmement, pourquoi est-ce que je vous parle? Une escale. L'interdire, après, c'est des problèmes écologiques. Après, bon, on fait fonctionner des camions à vide. Ça n'empêchera pas que le camion fonctionne à vide. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut... Il y a une escale possible. S'il fait Suède-Espagne, il peut repartir d'Espagne en Suède avec un chargement, point barre. Oui, peut-être. Ça, si c'est possible, il peut le faire. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Tu l'autorises à faire une escale. Une seule escale. De 3 à 1. Oui, de 3 à 1. Dans un pays. Hein. C'est-à-dire que de façon à ce que ça n'impacte pas un pays. Alors évidemment, cette disposition fait que ça concernera surtout la France et l'Allemagne. Parce que, voilà, parce qu'on est au milieu. Voilà. Et donc ça permet de réduire l'impact. À mon avis, je pense qu'il faut. Et on est grand. Voilà, je pense qu'il faut la faire. Et deuxièmement, je vous propose qu'on resserre aussi la technologie, c'est-à-dire que l'on fasse en sorte qu'il y ait une traçabilité beaucoup plus importante et que l'on puisse accéder à un réseau quasi universel d'informations pour vérifier cette fois très clairement la raison sociale et éviter comment dirais-je, les sociétés boîtes à lettres que nous-mêmes Français avons mis en place. Il faut savoir que, bon, vous savez qu'il y a eu un procès qui a été condamné d'ailleurs, procès qui était le premier du pavillon français, le plus grand pavillon français à l'international d'Entresangles. D'ailleurs, il y a eu un procès en France, saignant, parce qu'il avait monté une boîte à lettres, donc c'est-à-dire une filiale fictive à Bratislava, qui n'employait aucun camion, qui n'avait pas d'activité à Bratislava, mais qui lui permettait de recruter des Slovaques. Voilà, Slovaques qui le rapatriaient ensuite en France pour faire du transport. Voilà. Il a été... les payés slovaques, hein. Le seul intérêt, c'était de pouvoir les payer slovaques. Ils étaient payés slovaques, couverture sociale slovaque. Et ils travaillaient partout ailleurs, puisque c'est des travailleurs, encore une fois, hyper mobiles. C'est un sujet compliqué, différent de... Voilà. Et donc, il y a eu un procès d'Entresangles assez retentissant. Malheureusement, ça s'est mal fini pour la France, puisqu'il a vendu sa boîte aux Américains, de Rechef. Voilà. Est-ce que les contrôles sont vraiment effectifs avec la permission du président? Parce que tu as parlé de contrôles effectués à chaque fois, c'était nickel. Mais le problème, c'est le nombre de trajets, enfin de camions qui circulent sur nos routes et quel est le pourcentage des contrôles? Écoute, je n'ai pas le pourcentage des contrôles, mais il est assez élevé. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est la DGITM qui fait ça, c'est-à-dire que c'est le ministère. Alors le problème c'est qu'on a plusieurs corps de contrôle. Et on n'a pas assez de monde. On a les gendarmes, alors eux qui sont la douane, les gendarmes, la douane, et puis le corps des contrôleurs du ministère des Transports. Ça existe encore? Oui, bien sûr. Il y a des corps de contrôleurs, c'est la DREAL maintenant. Et ils ont des corps. Ça veut dire qu'en gros, il y a combien de camions qui sont contrôlés? Je ne les ai pas en tête. Je ne peux pas vous répondre. Mais c'est quand même assez significatif, mais avec des nuances diplomatiques. C'est 10%. Mais avec des nuances diplomatiques. Par exemple, chez moi en Aquitaine, on contrôle très peu les Espagnols. Pour des raisons diplomatiques. Pour qu'ils ne se fâchent pas. Pour qu'ils ne se fâchent pas. Non. Mais il y a des sensibilités, il faut faire attention. Enfin, je veux dire. Oui, enfin, ils n'ont pas simplement le sang chaud, c'est-à-dire que l'Espagne est sur ces sujets-là. Vous savez, dans un cénacle européen, il y a des sujets qui sont plus ou moins épidermiques pour les pays, et comme c'est un voisin immédiat, on a beaucoup d'intérêts liés. Bon, c'est un peu compliqué. Et alors, qui va être contre ça? Justement, tu disais tout à l'heure, il faut éviter de cumuler les hostilités. Contre Qui va ça être contre ça, a priori. Les pays de l'Est ont déjà fait savoir qu'ils ne voulaient pas de paquets routiers. Bon. Maintenant, je pense qu'on peut. Maintenant, je pense qu'on peut trouver un compromis parce qu'avec. Pourquoi ils n'en veulent pas? Parce que. Je vais te répondre, président. On se tutoie. Vous répondre, président, par la phrase avec laquelle m'ont accueilli à Cracovie le mois dernier les Polonais. Ils m'ont dit écoutez, qu'est-ce que vous voyez de mal à ce que l'on valorise notre force de travail chez vous quand vous valorisez votre capital chez nous? C'est ça qu'ils ont dans la tête. Ils disent écoutez, on va vous faire visiter tous les supermarchés là, qui ont canné tous nos. Qui ont affaibli. Voilà. Donc ils disent vous avez de l'argent, vous l'investissez chez nous, parfois sans ménagement.
dans la grande distribution et vous rachetez nos boîtes. Nous, on n'a pas d'argent, on a des muscles et du courage. Voilà. Et donc, notre avantage comparatif, c'est le travail. Donc, si vous nous expliquez que l'Europe, ça n'est pas possible pour nous de valoriser notre travail, eh bien voilà, on n'a aucun intérêt à y être. Ça pose bien le problème, mon cher Gilles. Ça pose le problème, je dirais, des économies totalement, non seulement divergentes, mais pas au même niveau sur le plan culturel et social dans une union de ce type. Et c'est là où ça ne pourra être résolu que lorsque les travailleurs slovaques, bulgares, polonais se seront syndicalisés suffisamment et exigé les mêmes avantages. Mais ce n'est pas demain la veille. Si, ça va assez vite. Enfin, non, l'hypothèse de travail, elle était celle qu'on a quand même franchement vérifiée avec les Espagnols. C'est l'hypothèse de convergence des niveaux de vie. Oui, voilà. À partir où il y a convergence des niveaux de vie, il y a nivellement des taux de salaire. Ça va, pour eux, très vite. Convergence de la fiscalité, voilà. d'ailleurs. Pour eux, ça c'est plus compliqué. Mais pour eux, ça va assez vite. Moi, j'étais en Pologne aujourd'hui. Ils sont en tension sur le marché du travail. Et ils commencent à avoir des niveaux de salaire qui vont assez vite. Le problème, c'est qu'il faut quand même que l'Union européenne ait la sagesse de faire un certain nombre de législations qui nous protègent le temps de cet ajustement. Voilà. De façon à ce que ce ne soit pas gagnant-perdant. Ça doit être gagnant-gagnant. Hein, voilà. Et donc, c'est ça le sujet. Enfin, en tous les cas, sur les travailleurs hypermobiles, on a un sujet qui dépasse même le transport routier, que l'on a connu dans le maritime. Vous voyez bien que dans le maritime, on a des équipages philippins, malais, c'est-à-dire que bon, c'est véritablement mondialisé. Et la seule façon pour la France de régler ça et d'avoir encore des équipages français, ça a été l'exonération de charges sociales des travailleurs de la mer. Ils ne paient pas de charges sociales. Donc ça nous permet... Alors je dois vous dire aussi, sur les travailleurs détachés, qu'aujourd'hui, on a calculé les choses. Si ma loi est respectée, c'est-à-dire si les gens sont logés dans des conditions dignes, le temps de travail est respecté, le noyau dur, les obligations sont respectées, le CICE plus le pacte de responsabilité ayant déchargé relativement les travailleurs français sous-qualifiés, jusqu'à 1,6 SMIC, un travailleur détaché de l'Est est plus cher qu'un Français, maintenant. Voilà, sur le marché du travail. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des secteurs où on a des... À cause des frais d'hôtel. Eh ben oui, bien sûr. Ben oui. Donc on a le CICE qui a... Quand on les loge dans les hôtels, hein. On a le CICE qui a déchargé... Oui, non mais justement, ma loi... Enfin, maintenant on fait 1500 contrôles par mois hein, sur la loi que l'on a mise en place. 1500 contrôles par mois. Hein. On n'en faisait pas 800 en 2013, par an. Voilà. On fait 1500 contrôles par mois et il faut que les conditions comment dirais-je, d'hygiène, de sécurité et de logement soient décentes. Donc ça a quand même un coût. Il y a le coût de transport. La loi nationale est utile. Bien sûr, on les rapatrie. On a déchargé nos travailleurs les moins qualifiés et le travail détaché, c'est le plus dans les travailleurs. Aujourd'hui, on est en train de réguler. Il faut faire attention à ne pas se tromper. Sur certains chantiers, il y a des étrangers parce qu'il y a des Français qui ne veulent pas y aller. Voilà. Voilà. Et donc après, c'est un problème national. Il ne faut pas que nos insuffisances nationales aujourd'hui à inciter les jeunes à faire des travaux manuels se reportent uniquement sur le bouc émissaire européen parce qu'on finira par avoir des problèmes dans certains métiers. Actuellement, il manque 13 000 personnes dans l'aéronautique. Il n'y a plus de chaudronniers aéronautiques en France. Voilà. Il n'y a plus de chaudronniers aéronautiques en France. Et donc, il n'y a que des étrangers. Ils vont les chercher à l'étranger parce qu'ils ont besoin de travailler. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Il ne faut pas faut pas que l'on connote, bien sûr, mais il ne faut pas que l'on connote quelque chose de xénophobe parce qu'on finira par le payer cher nous-mêmes. Voilà. Il ne s'agit pas de faire de la xénophobie, ça je suis bien d'accord. Mais je ne m'adressais pas à toi. Non. J'entends bien ce qui se passe dans le débat public français quand même. Hein? Tu veux dire anglais? Non, français. Ou anglais. Ou anglais. Non, mais même, il faut interdire le détachement. Non, mais c'est de la folie pure. Aujourd'hui, où on a de grosses difficultés, lorsque vous parlez notamment aux entreprises de bâtiment, c'est pas la différence de la cotisation sociale. Ils vous disent, en réalité, la différence des coûts, c'est de 1 à 3, parce que le temps de travail n'est pas surveillé et qu'ils les font trimer comme des bêtes. C'est ça le problème. Et c'est là où il faut vraiment des contrôles multiples. Oui, sauf qu'on a quand même fermé 20 chantiers, grâce à notre loi. On a mis, je pense, plus de 7 millions d'euros d'amende. On a basculé, c'est l'avantage de la loi, ce qui était du judiciaire dans de l'administratif, ce qui fait que les préfets ont des moyens immédiats, j'ai fermeture immédiate de chantier. Comme tout à l'heure tu le disais, on peut, et ça se fait dans les contrôles routiers depuis longtemps, on peut ne pas repartir avec son camion, immobilisation du véhicule.
Ça se fait en France, hein, sur les contrôles routiers. Voilà, ça se fait. En tout cas, on a aujourd'hui l'arsenal en France. On manque un peu de moyens de contrôle encore, parce que bon, les fonctionnaires, on n'en a pas suffisamment. Et puis, on ne contrôle pas toujours aux bons horaires. Il faut contrôler le week-end aussi, au moment où la fraude se développe. Mais je pense qu'on a l'arsenal national qui nous permet d'être un petit peu plus décontracté par rapport à ces choses-là, sauf sur les travailleurs hypermobiles, c'est-à-dire les transporteurs routiers où la concurrence est sauvage. Merci de m'avoir supporté. Non, Gilles, vraiment merci beaucoup pour un rapport, comme toujours, comme le disait Jacques tout à l'heure. C'est formidable d'avoir quelqu'un qui suit comme ça ce dossier de bout en bout. Et donc je suppose qu'on l'adopte, hein, Jacques. Tu es d'accord? Oui. On l'adopte. Hein. Voilà, on approuve à l'unanimité, Monsieur Savary. C'est un immense privilège et ça doit être rare que un élu de la majorité se fasse adopter un rapport sans aucun membre de la majorité. Non, mais n'insiste pas, parce que tu es parfait, sauf sur ce point précis. Ils n'en peuvent plus. Merci. Oui, alors je vais vous lire parce qu'il faut le faire. Demain, non, mercredi 14 décembre, 8h30, audition de Thierry Chopin, directeur des études de la Fondation Robert Schuman, et Jean-François Jamet, enseignant à Sciences Po Paris sur l'avenir de l'Europe. À 16h45, salle de la Commission des Finances, donc en liaison avec la Commission des Finances, audition de M. Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières. Mardi 20 décembre 2016 à 16h30, audition de M. Jean Arthuis, président de la Commission des budgets du Parlement européen. Le 21 décembre à 8h30, audition de Michel Thess, journaliste sur l'avenir de l'Europe. Et à 17h30, audition de M. Arlène Désir, secrétaire d'État aux affaires européennes sur le Conseil européen des 15 et 16 décembre. D'accord. Merci. Voilà. Merci à vous.